Du coup, merci à tous de vous connecter pour. On va passer la prochaine heure ensemble et on va parler avec Sébastien Lay des clés de la prise de parole en public. Je vais laisser se présenter juste après. Moi, je voudrais commencer par vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on est chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product management. On propose plusieurs formations pour former au métier du product, au métier de product designer, product manager, product owner et d'autres encore. Et en fait, on a une pédagogie qui rassemble toutes nos formations, c'est d'apprendre par le faire. 80% du temps, nos étudiants, ils le passent à pratiquer, à s'entraîner, à faire des exercices sur des cas réels, à tester des nouvelles méthodes, à faire des workshops d'idéation, à être le plus créatif possible et surtout à se confronter aux vrais exercices pour apprendre en se trompant, pour apprendre un maximum et intégrer le plus le plus possible la manière de réfléchir. Et du coup, on a la chance d'avoir des intervenants géniaux comme Sébastien, qui est là pour le webinaire d'aujourd'hui et qui intervient une journée au bootcamp, par exemple, une matinée au bootcamp, où voilà, c'est une matinée avec plein d'ateliers de prise de parole en public, où tous les étudiants s'entraînent pour le plus possible intégrer des méthodes en le faisant. Donc, par rapport à nos formations, là, je vous ai remis les dates de nos prochains batchs. Le 13 septembre, on a la rentrée du Product Management Part-Time, et ça, c'est des cours du soir. Donc, c'est pour concilier avec un emploi à temps plein ou d'autres obligations. Et après, le 4 octobre, on a le bootcamp intensif. Là, c'est 7 semaines en temps plein pour le product management et une formation pour le métier de product design qui commence le 6 octobre. Si vous avez des questions là-dessus, vous avez mon mail juste en bas de la slide, n'hésitez pas. Sur nos prochains rendez-vous, je pense qu'une grosse partie d'entre vous sont arrivés depuis notre groupe Meetup. Et si c'est pas encore le cas, je vous invite grandement à rejoindre la communauté qu'on a sur Meetup pour Maestro. C'est en fait, on essaie d'organiser des événements sur une fréquence à peu près hebdomadaire, plein d'événements, de petits ateliers comme ce qu'on fait aujourd'hui pour le plus possible partager des tips, donner des méthodos, partager des expériences et voilà, apprendre un peu ensemble. On a aussi tous nos replays qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et aussi on a toutes les informations sur Maestro qui sont sur notre site internet. Les petites règles d'or de nos webinaires, ici c'est un endroit pour apprendre. Je le dis à chaque fois, mais il n'y a pas de questions bêtes, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et après, appropriez-vous l'outil Livestorm. Si vous avez une question, vous pouvez la mettre dans l'onglet questions. Vous avez un onglet fenêtre si vous voulez aller voter, une fenêtre sondage si vous voulez aller voter au sondage que je vais vous poser. Et vous avez aussi la possibilité de monter sur scène si vous voulez prendre le micro et directement échanger de vive voix avec nous. N'hésitez pas. Et maintenant que j'ai bien parlé, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat votre profession? Est-ce que vous êtes venu chercher ici pendant ce webinaire? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher avec cette prochaine heure qu'on va passer avec Sébastien? Je vous ai mis des petits exemples dans les post-it, mais je vous laisse mettre vos propres infos dans le chat. Si ça vous va, on prend une petite minute, comme ça vous avez le temps de le poster. Après, c'est facile. Juste votre profession, est-ce que vous êtes venu chercher? Je vous demande pas trop d'infos. On va pas être trop perso. Ouais. Et votre animal préféré? Le truc qui n'a rien à voir. Entrepreneur, conseil pour impact. Ok. Paysan. Très bien. Donc, comment faire de la prise de parole en visio? Ok. Claire. Meeting. Faire des présentations plus impactantes. Donc, il y a beaucoup une question d'impact là. Ok. Ah, l'association Les Déterminés. Trop cool, Antoine. Bienvenue. Ok. Ok. Bon, trop bien. Des discours plus convaincants. Donc, on a beaucoup d'impact et réussir à être vraiment plus impactant dans nos propos. Ceux qui n'ont pas encore posté, je vous laisse mettre dans le chat et je vais te donner le mic, Sébastien, pour que tu puisses nous dire un peu qui tu es. Alors, donc, moi, je m'appelle Sébastien Lay, donc je suis coach en prise de parole en public maintenant depuis 8 ans. Donc, j'ai fondé la Spin Company, qui est une école donc, où on donnait des cours de théâtre, d'improvisation
Et puis on s'est rendu compte que les gens qui venaient faire du théâtre chez nous et de l'impro, souvent, bah, ils avaient des visées professionnelles, ils cherchaient à s'améliorer en prise de parole en public, à être un petit peu meilleurs sur le fond et surtout la forme. Et donc, très naturellement, on a décidé de monter des ateliers de prise de parole en public avec les habiletés et des exercices de théâtre pour que ça reste quand même divertissant. Alors, ce qui était mon parcours en quelques mots, donc moi j'ai fait plusieurs écoles. Je viens de Marseille déjà, donc, excusez-moi, personne n'est parfait. Donc je viens de Marseille, donc j'avais un accent à ma coupé au couteau, je parlais un peu comme ça, et je me suis dit, tiens, voilà, je vais monter à Paris donc pour faire mes études de théâtre. Donc j'ai fait plusieurs écoles privées à Marseille d'abord, puis après des écoles privées à Paris, puis une grande école. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, je me suis lancé en tant que comédien. Alors même si je vous rassure tout de suite, chers internautes, je ne veux pas faire de vous des comédiens, ce n'est pas le but de ce, de cette visio. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous faire comprendre et de vous donner quelques habiletés pour être un petit peu plus à l'aise. Et puis donc suite à ça, bah, vous savez, la vie étant ce qu'elle est, ben, j'ai pris un autre chemin. Donc j'ai décidé d'arrêter un peu tout ce théâtre et puis de m'orienter vers justement l'idée de donner des cours parce que j'étais plus à l'aise là-dedans. Et voilà comment est née Spin Company. Et depuis, ben, on s'éclate à donner des cours et puis c'est très rigolo parce qu'on travaille avec des gens super comme Flavie, comme Maestro et c'est super de pouvoir participer à tout ça avec vous. Voilà pour mon parcours. Génial. J'ai partagé le site internet de Spin Company dans le chat, Ouais, s'il y a des curieux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Et voilà, j'ai arrêté la présentation. Hop, je te mets un grand. Ok, super. Écoute, on vous entend On d'un peu entend loin. apparemment. Ok. Je ne sais pas Moi, pourquoi. je t'entends bien, moi. Ouais, moi, je m'entends bien aussi, en tout cas. Mais le son au max, Cindy. Non, moi, a priori. C'est bon de mon côté. Bon. Bon, de côté, est-ce que Cindy peut nous confirmer qu'on nous entend un peu mieux ou pas? Si vous arrivez bien juste à comprendre tout ce qu'on dit, ça va aller. Bon. Ça va aller. Merci, Ok. Cindy. Top. Alors, peut-être commencer. Ouais. Donc, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être un peu théâtral, c'est-à-dire ou un peu spectaculaire. C'est-à-dire que tous les gens qui nous fascinent un peu à la télévision ou un peu partout sont assez spectaculaires. Donc, mais vous imaginez bien qu'ils ne sont pas spectaculaires tout le temps chez eux, c'est-à-dire que chez eux, ça reste chez eux. Donc, ils ont bien compris l'idée de se valoriser, comme notre président. Donc, l'idée, c'est de partir un petit peu là-dessus et de se dire, bah, je vais essayer de valoriser ma prestation en ayant un petit peu plus de voix, un petit peu plus de gestes, en étant un petit peu plus dynamique. Alors, je sais que ça peut paraître étrange à certains, un peu mal poli pour d'autres. On n'a pas vraiment l'habitude de mettre ses gestes en avant ou d'essayer de parler un peu plus fort, mais que ce soit en visio ou en présentiel encore plus, il faut pouvoir être visible, dynamique. Et comme je vous l'ai dit, votre nature ne suffira pas. Vous savez, on dit souvent que pour être bon à l'oral, il faut être naturel. Alors cette idée de naturel, elle est un peu dangereuse. Moi, je parlerais plutôt d'authenticité. Parce que quand on est authentique, on reste soi, mais on a compris que il fallait garder ce qu'on était un peu partout, mais pouvoir le valoriser un peu plus. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu fumeux ce que je vous raconte, mais je vais essayer de préciser ma pensée. Donc, quand je suis en représentation, c'est-à-dire là, maintenant, vous imaginez bien que je ne suis pas vraiment naturel. Ma nature à moi, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis marseillais, donc déjà, ma nature, c'est de parler comme ça. Et ma nature, c'est de parler un peu bas aussi. Donc je vais vous parler comme ça. Ma nature, c'est aussi de me tenir un peu comme ça. Donc si j'étais comme ceci, en train de vous expliquer que la prise de parole en public, c'est formidable et qu'il faut se comporter de cette façon pour être bon à l'oral, je n'aurais aucune crédibilité à vos yeux. Donc l'idée, en tout cas mon idée de la prise de parole, c'est que pour pouvoir être bon et pour pouvoir montrer qu'on est dynamique, c'est déjà avoir l'idée dans sa tête qu'il faut se prendre au sérieux. Donc pour se prendre au sérieux, il faut déjà se tenir un peu bien droit,
Je sais que c'est tout bête à comprendre, mais tout le monde ne le fait pas. Utiliser sa gestuelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus visuels qu'auditifs. Ne pas hésiter à répéter les choses et surtout avoir une voix qui claque bien, qui impacte bien sur les mots importants. Donc c'est ça, ça repose sur 3 points essentiels. Donc une bonne posture, donc je me tiens bien, encore une fois je vous le redis, une bonne gestuelle et une bonne voix. Si vous n'avez pas ces 3 points de bien alignés, vous ne pouvez pas faire une bonne présentation et prétendre être, j'allais dire, entre guillemets, respecté par les gens qui vous écoutent. Je vous le redis encore une fois, cette posture-là qui consiste à être un peu mou et un peu débraillé face à vous, n'implique pas le respect. Voilà, donc bonne posture, bonne gestuelle et bonne voix, comme vous l'a mis Flavie sur le chat. Je sais pas, pardon, excuse-moi, j'allais dire, je sais pas vous, mais je pense qu'on voit pas les caméras, mais à mon avis, tout le monde s'est remis comme ça, je pense. Ok, d'accord. Donc tout le monde s'est redressé. Enfin, je l'espère. Voilà, ensuite, le bon réflexe à avoir aussi quand on lance une présentation, c'est surtout de prendre le temps. Je sais que ça peut paraître surprenant d'entendre ça parce que les 3/4 des gens arrivent sur scène ou arrivent devant leur caméra et tout de suite se mettent à parler. Eh ben, c'est un peu l'inverse que j'ai tendance à vous dire. Il faut prendre la température un peu de ce que vous avez en face de vous. C'est-à-dire qu'en vous précipitant, vous ne respectez pas votre corps qui, lui, n'est pas habitué à avoir ça dans l'espace. C'est-à-dire que là, moi, vous savez, je suis quelqu'un de la scène, je suis quelqu'un, j'aime bien le présentiel, j'aime bien que les gens soient en face de moi. Le problème, c'est que là, je suis face à une caméra, je me vois essentiellement m'agiter et gigoter, j'aime pas beaucoup me voir. Et bon, bah, c'est compliqué de voir ces défauts. J'en ai, vous en avez sûrement aussi. Donc, prenez le temps et regardez ce que vous avez en face de vous. Que ce soit en visio, si vous avez la possibilité de bien observer qui est en face de vous, si vous êtes plusieurs, ou en présentiel encore plus. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de regarder en face de vous qui vous regarde avec un petit peu plus de bienveillance. Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Regardez la personne qui est dans l'assemblée est un petit peu plus bienveillant. Je me rappelle d'une session que j'avais eue avec un acteur connu qui s'appelle Vincent Lindon. Et Vincent Lindon est plein de tics de tous les côtés. Et je me souviens, on était arrivé dans ce cours et on s'installait petit à petit. Et lui était déjà installé sur scène. Et il était plein de tics de tous les côtés parce qu'il a beaucoup de tics. Et tout d'un coup, une fois qu'on était assis, il nous a regardé nous asseoir et il s'est mis à parler. Il nous a dit bonjour, voilà, je m'appelle Vincent Lindon et ce que vous voyez là, c'est moi. Et si j'ai réussi à être comme ça, si j'ai réussi à réussir ma carrière cinématographique en étant comme ça, vous pouvez le faire. Donc l'idée, c'est de comprendre aussi que on est ce qu'on est, on assume et on prend le temps de regarder ce qu'on a en face de soi. À partir du moment où je décide de prendre le lead et de parler, c'est moi qui vais caler c'est moi sur lequel vous allez caler votre rythme. C'est-à-dire, je parle, je n'ai pas la même temporalité que Flavie. Flavie a un autre rapport à l'espace, un autre rapport au temps. Elle est plus petite, plus grande, donc c'est comme ça, elle a un autre rapport au temps. Donc, mais pour autant, c'est moi qui parle, donc Flavie va se caler sur mon énergie. Quand Flavie va se mettre à parler, elle va se caler sur son énergie. Donc, celui qui parle, c'est celui qui dirige l'énergie du groupe, que ce soit chat, que ce soit en présentiel. Donc, celui qui parle, c'est celui qui dirige le rythme, l'énergie. Donc, on prend le temps, on regarde qui vous regarde avec un petit peu plus de bienveillance. N'oubliez pas que le public va se caler sur votre énergie. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tranquillement démarrer. Tranquillement. En mettant évidemment le paquet. Sur la gestuelle aussi. Le deuxième effet... Excuse-moi, Sébastien, je me permets pour te poser une petite question par rapport au conseil que tu donnes du coup de remarquer la personne qui est bienveillante dans l'assemblée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on va voir par le regard et ensuite, il faut un peu cibler son discours et s'adresser particulièrement à cette personne. Alors, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est pendant 2-3 secondes de jouer sur cette personne-là, uniquement sur cette personne-là,
regard. Alors, si ma personne, moi j'ai un pot de fleurs en face de moi, donc je vais viser ce pot de fleurs, mais si je dois parler à une personne qui est symbolisée par ce pot de fleurs-là, je vais lui parler pendant 2-3 secondes. Tu vois, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien, je suis coach en prise de parole en public, et nous sommes ensemble pendant quelques minutes, donc je vais d'abord me focaliser sur celle qui me rassure. Ensuite, il faut savoir aussi une chose, et c'est que la gestuelle, c'est aussi une manière de mieux gérer son stress. C'est-à-dire que en utilisant ma gestuelle, ma tête s'oblige à sentir deux entités qui vont la rassurer. Un petit peu comme quand on se bagarre, souvent on met une espèce de barrière quand on se fait agresser avec les mains comme ça. On sait que potentiellement on peut prendre des coups, mais on dresse cette barrière-là comme ça. Et on le fait parce que ça nous rassure, ça nous fait du bien et que ça nous permet d'être plus serein dans notre tête. Il ne faut pas oublier que le public, c'est un potentiel agresseur. Pas toujours, hein, mais il y a aussi des gens qui vous posent des questions pas forcément super bienveillantes. Et notre tête a besoin d'être rassurée en voyant cette gestuelle-là. N'ayez pas peur de votre gestuelle parce que elle n'est pas théâtrale, pas forcément théâtrale, et votre public a besoin aussi de schémas. Quand notre président de la République nous dit il y a d'un côté les gilets jaunes et d'un autre côté la Covid-19 et nous sommes en guerre, on a bien compris qu'il y avait d'un côté les gilets jaunes, d'un côté le Covid-19, vous l'avez vu comme moi, et en dressant son petit point comme ça, il nous montre bien qu'on est en guerre. Donc, c'est très clair pour le public. C'est très très clair pour le public. Donc la gestuelle, c'est vraiment important pour symboliser votre pensée. Donc il faut pouvoir l'utiliser à tout prix. Tous les bons orateurs utilisent leur gestuelle. Si on prend des gars comme, pas forcément des gars bienveillants, hein, souvent les salauds sont de très bons orateurs. Si on prend des gars comme Bernard Tapie par exemple, ou je ne sais pas qui on pourrait prendre aussi, même Le Pen, qui est ce qu'il est, mais bon, voilà. Hitler aussi, voilà, ce sont tous de très bons orateurs. Alors après, bon, ils ont décidé de mettre ce talent au service du mal ou de faire des escroqueries, mais ce sont de très bons orateurs. Un type comme Raphaël Enthoven, par exemple, qui est un très bon orateur et qui est quelqu'un de bien, quelqu'un on juge tous bien, lui, il utilise beaucoup sa gestuelle aussi. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur cette idée de gestuelle qui est très, très, très importante à mon sens. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire déjà? Parce que j'ai quand même pas mal parlé. On a déjà une question de Cindy dans le chat qui nous dit, enfin dans la fenêtre question, peut-on fixer un point de temps en temps si on n'arrive pas à balayer des yeux l'auditoire? Oui, bien sûr, vous pouvez fixer un point. Ça dépend de la taille de votre public. C'est-à-dire que si vous avez une dizaine de personnes, ça va être compliqué de regarder au loin. Mais si vous avez 200 ou 300 personnes, oui, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de pouvoir fixer un point au loin et de plonger son regard dans le vide. Oui, effectivement, il vaut mieux regarder le fond de la salle quand il y a une grande assemblée. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver face à 300 personnes ou même 3000 personnes, j'ai déjà fait une fois. Mon regard est plongé dans le loin. Et puis, en plus, on a des éclairages qui sont face à nous, donc en fait on ne voit pas grand-chose, on voit une espèce de masse un peu informe, et on a ce qu'on appelle au théâtre le quatrième mur, donc ça nous permet de pouvoir projeter notre regard un peu là où on veut. Mais quand vous avez une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes en face de vous, il va falloir vraiment que vous utilisiez les petites habiletés que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir essayer de repérer qui vous regarde avec un petit peu plus de bienveillance. J'espère avoir répondu à la question de Cindy. Cindy, tu peux nous dire dans le chat peut-être si c'était clair? Oui, top, je vois un pouce. Et moi, j'ai une autre question, non pas une autre question, mais du coup, là, par exemple, cet après-midi, j'ai une présentation. Donc, il y a les 3 points qu'on a abordés au début, une bonne posture, une bonne gestuelle et une bonne voix. Et du coup, de manière très pragmatique, ce que je peux faire déjà, c'est mettre mes mains en avant. Ouais. Et commencer les 2-3 premières phrases en fixant la personne qui m'a semblé bienveillante. Ok, oui, c'est ça. Donc ça, c'est ok, d'accord. Et du coup, la gestuelle, ce que tu recommandes, oui, c'est de mettre les mains en avant et puis au fur et à mesure du temps, on va être de plus en plus à l'aise et pouvoir les bouger. Alors, il y a aussi un phénomène avec la gestuelle qui est assez que j'ai pu m'en rendre compte, c'est que les gens avaient tendance à croiser les mains. Au lieu d'utiliser la main gauche à gauche et la main droite à droite, ils ont plutôt tendance à faire comme ça. Alors faites bien attention aussi parce que quand vous êtes en présentiel et que vous êtes debout,
ça tord un peu votre colonne respiratoire et ça vous empêche de bien parler fort. Donc, n'hésitez pas et comprenez bien qu'il vaut mieux rester ouvert. Ouvert. Gestuelle à droite, main droite, gestuelle à gauche, main gauche. Mais face publique. On ne peut pas se permettre de se tordre son corps dans tous les sens et d'avoir une bonne voix. C'est très compliqué d'avoir une bonne voix de cette façon-là. De la même manière aussi pour la posture. Les filles, vous croisez toujours, enfin pas toujours, on ne va pas non plus dire ça tout le temps, mais vous avez tendance à croiser les jambes. On voit très bien à la télévision, quelqu'un comme Léa Salamé, par exemple, sur tous les plateaux télé, elle a les jambes qui se croisent comme ça. Bon, elle a des micros, elle a des tas de choses pour pouvoir donner de la voix, pour pouvoir se faire entendre, mais si vous êtes en présentiel et que vous n'avez pas de micro, n'oubliez pas de bien vous tenir et de ne pas forcément croiser les jambes. Voilà, surtout si vous avez un papier à la main. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en vois pas dans le chat pour l'instant. Ok. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Donc, la posture, la gestuelle et la voix sont vraiment trois choses super importantes. Et après, puisqu'il est question, là, je vous ai parlé de la forme, je vais essayer de vous parler donc maintenant du contenu. Vous avez tendance aussi, j'ai pu le voir avec ma petite expérience, pas me minimiser, mais petite expérience, 8 ans, c'est pas forcément 250 années de pratique. À faire des choses, à écrire beaucoup de choses sur vos présentations. C'est pas forcément la bonne méthode. C'est-à-dire que plus c'est synthétique, plus les phrases sont courtes, et plus ça sera impactant pour votre public. Souvent, on veut faire des belles phrases, bien écrire, et essayer de dire les choses le plus clairement possible, mais j'ai tendance à croire que plus c'est court, plus c'est simple, mieux c'est. Ne faites pas des phrases de 250 mètres, ça ne sert à rien. Si je prends par exemple des discours d'hommes politiques, ils font souvent des phrases très longues, sans virgule, enfin, c'est des phrases très longues et souvent quand vous les lisez vous, c'est indigeste. Eux, ils ont une méthode, ils séquencent ces phrases-là. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire, faites des phrases courtes, short, vraiment très courtes. C'est vraiment ce qui est le plus important et le plus impactant. Et essayez d'écrire comme vous parlez, autant que faire se peut. C'est pas évident, mais voilà. Essayez de le faire. Tout le monde ne sait pas le faire. Sinon, ça fait des belles phrases bien écrites et ça sonne un peu faux à l'oral. N'oubliez pas que vous êtes à l'oral et à l'oral, il faut parler un peu comme on parle au quotidien, en faisant un tout petit effort pour être un peu plus présentable. Il ne s'agit pas de dire voilà, des choses comme on voit, enfin, des choses trop quotidiennes non plus. Voilà. Et j'ai une petite question, Oui. du coup, tu parles de la méthode qui est utilisée dans les discours politiques. Oui. Est-ce que, enfin, c'est quoi, du coup, le but, est-ce qu'il y a un but de faire des phrases qui sont très longues? Ben, je vais te donner, donne-moi 2 petites minutes, je vais chercher un bouquin, je reviens. Vas-y. Alors voilà. Me revoilà, excusez-moi, c'était le moment où je bougeais. Alors voilà, je vais vous montrer 2 choses importantes. Vous avez ce monsieur, j'ai son discours, je ne suis pas fan du bonhomme, hein, mais c'est pour vous expliquer comment ça marche. Je prends une page au hasard, regardez la longueur de la phrase. Au moment où les socialistes ne savent que faire de l'Europe qui est devant eux, je vous proposerai que notre gouvernement soit dans les années qui viennent à l'avant-garde du grand projet de construction d'une Europe politique, car la France doit rester l'un des tout premiers acteurs de l'Europe du nouveau siècle. Je ne vous mens pas. Il était en apnée. La page, le texte fait, 5 ou 6 lignes. Hein. Il y a Lali qui s'endort dans les commentaires. Donc c'est chiant, on est d'accord. Donc le truc, c'est que eux, ils vont pas le lire comme ça. Eux, c'est écrit comme ça, mais eux, ils vont pas le lire comme ça. Eux, ils vont le lire en disant, au moment où les socialistes ne savent que faire de l'Europe qui est devant eux, je vous proposerai que notre mouvement soit, dans les années qui viennent, à l'avant-garde du grand projet de construction d'une Europe politique, car la France doit rester l'un des tout premiers acteurs de l'Europe du nouveau siècle. Donc,
qu'est-ce qu'ils font comme effort? Ils sont obligés d'articuler très très bien. Ils sont obligés de symboliser leur pensée par des gestes et ils sont obligés aussi de faire des pauses entre les idées, même s'il n'y a pas de virgule. Donc eux, ils vous le vendent comme quelque chose de très parlé, alors que c'est écrit voilà, un peu brut comme ça sur une phrase très très longue. Après, vous avez une autre méthode, vous avez Racine aussi. Alors Racine, qu'est-ce qu'il fait? Il parle comme des slogans publicitaires. Racine, les phrases sont très courtes. Et c'est ça que je vais faire dans mes cours. Je vous fais travailler aussi sur un contenu comme ça pour vous expliquer la différence entre les deux. Racine, vous avez, les phrases sont très très courtes. Il fallait me taire et vous sauver. Combien de fois, hélas, puisqu'il faut vous le dire, mon cœur de son désordre allait-il vous instruire? On a des phrases finalement très très courtes, essentielles et qui sont beaucoup plus impactantes. Après, il y a d'autres méthodes pour essayer de bien dire les phrases, de bien les scander, que ce soit Racine ou Sarkozy, ou ce que vous avez à défendre vous. Donc l'idée, c'est de mettre en relief les mots importants. L'idée, c'est de comprendre qu'une attaque de phrase doit être punchy et les finales aussi doivent être punchy, un petit peu comme quand, même si j'aime pas le parler journalistique, un petit peu comme sur BFM TV quand ils vous parlent, ils disent voilà, nous sommes en direct de l'Élysée et nous allons entendre l'allocution du président de la République d'un instant à l'autre. J'ai fait une attaque forte, j'ai mis les mots en relief de la phrase, les mots qui étaient importants dans la phrase en relief, et j'ai fait une finale aussi forte. Alors, ils nous parlent comme ça parce qu'ils savent très bien que les gens ont très peu de temps à leur accorder, qu'il faut pouvoir être punchy sur tous les mots de la phrase et qu'ils n'ont peut-être qu'une seule chance de se faire comprendre. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez d'autres questions? On me rappelle Yvan nous dit on me rappelle le début de la phrase, s'il vous plaît. De Sarkozy, tu veux ça? Oui, mais je pense que c'était parce que justement, il faisait référence au fait que le temps qu'on arrive à la fin, on a oublié le début. Si je me trompe pas, Yvan, je pense que c'était ça que. Non, Oui. Yvan se faisait chier avec Sarkozy. J'ai bien compris. C'est au moment où les socialistes ne savent que faire de l'Europe. Voilà, je le dis pour Yvan. Voilà, non, mais entraînez-vous. Si vous êtes chez vous, mon petit conseil pour vous entraîner, pour avoir l'habitude de faire des phrases courtes, prenez un texte de Racine, même si c'est un peu chiant comme ça, même si ça paraît pas très actuel, mais ça vous entraînera non seulement à la diction, mais en plus à visualiser des phrases courtes et impactantes. Après, il y a une méthode qui est très simple pour pouvoir dire une chose, faire un temps et dire dire ce qu'on a dit et dire la phrase d'après. C'est à la fin de votre phrase, quand vous arrivez à la fin de la phrase de Racine, vous vous taisez, vous faites un silence de 2 secondes et vous dites la phrase d'après. Parce qu'il faut que vous compreniez aussi que le silence est vecteur d'émotion. Si je vous dis par exemple, j'adore faire ce qu'on est en train de faire en ce moment, cette visio est géniale et j'ai hâte de recommencer. Entre génial et j'ai hâte de recommencer, vous avez le temps de nourrir des émotions. Parce que je viens de vous faire un compliment, de vous laisser le temps de le digérer et ensuite de réattaquer sur une autre phrase. Alors, une bonne phrase, c'est vraiment 15 mots max. Je vous le dis, une bonne phrase, 15 mots max. Et si vous vous faites des fiches, aussi, ça c'est un petit conseil aussi important, faites-vous des fiches sur un petit papier Bristol, un truc un peu solide, parce qu'une feuille volante, ça fait beaucoup de bruit et surtout, vous allez, comme si vous n'avez pas trop l'habitude de parler en public, vous allez la bouger dans tous les sens et finalement, ça va vous déconcentrer plus qu'autre chose. Voilà. Et ce qui peut être aussi pas mal, c'est de mettre les phrases importantes ou les mots importants en gras aussi. Visuellement, c'est impactant pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a qui se foutent de moi. Sarko, ah, ok, d'accord. Dans la fenêtre question, on a Cindy qui demande des exemples d'éléments de langage pour être punchy. Voilà, alors déjà, je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de du coup, pour le coup, au final. Ça, on entend ça en permanence. Donc, les amis, je vous le dis, du coup, pour le coup, au final, vous le prenez et vous le foutez aux chiottes.
Pour la simple et bonne raison que si vous allumez la télévision, vous regardez W9, hein, comme ça peut m'arriver moi aussi, hein, de regarder les Marseillais ou des trucs comme ça, vous allez voir que ils ne peuvent pas attaquer une phrase sans dire alors du coup, pour le coup, Steven est sorti avec Pamela et au final, du coup, voilà, je suis pas contente, voilà quoi, avec le fameux voilà quoi à la fin. Donc, il n'y a pas de phrase véritablement type pour essayer d'être super accrocheur, mais par contre, il y a des tics de langage à vraiment gommer. Le du coup, pour le coup, au final, et le fameux voilà quoi. Moi, si j'entends ça, il y a des gens qui font ça une phrase sur deux, moi je meurs. Hein. Voilà, essayer de gommer ça avec un donc ou effectivement. Effectivement aussi, non mais même effectivement, je vous dis ça, mais effectivement, on entend ça tout le temps aussi. Alors effectivement, les gens qui s'auto-congratulent en disant effectivement, effectivement quoi? Je vous ai rien demandé, effectivement, je dis effectivement. Donc du coup, pour le coup, au final, voilà, voilà quoi, effectivement, essayez de le foutre un peu de côté. Et un donc vaut mieux qu'un du coup, euh, et un point vaut mieux qu'un voilà quoi. Okay. Et du coup, enfin, est-ce que, par exemple, tu as une idée des petits exos ou quelque chose? Parce que justement, moi, je sais que si j'y pense en me disant il faut surtout pas que tu les dises, bah, je vais les dire encore plus parce qu'ils seront en premier écran dans ma tête. Donc, tape sur la main. la punition. Mais, alors, je vois que Lali nous dit, on dit quoi à la place de du coup, du coup. Bah, un donc. Un donc vaut mieux qu'un du coup. Moi, je préfère un du coup. Je préfère un donc. Ce qui fait que, voilà. Après, c'est un peu un parler un peu plus, voilà, un peu plus élevé. On ne fait pas toujours attention à ce qu'on dit. Vous avez le droit d'en faire des du coup. Mais essayez de ne pas en faire 1 kilomètre non plus, quoi. Voilà. C'est ça l'idée. Du coup. Voilà. On avait une autre question de Ouais. Yvan. Comment on fait pour pas constamment chercher le meilleur mot? Bah, soit vous préparez bien, Mm. et puis vous essayez de dire les choses le plus clairement possible. Comment on fait pour je sais pas, il n'y a pas de solution particulière pour ça. Il faut préparer son intervention le mieux possible. Après, plus c'est préparé, moins vous avez de problèmes par rapport à ça. Voilà. Prends un dictionnaire, Yvan. C'est difficile. Je suis d'accord, surtout quand on bloque sur un mot et qu'on se focalise dessus. Il y a Karine qui dit les phrases qui commencent par j'entends bien, mais on en parle. Ah oui, j'entends bien, mais ou alors je ne suis pas médecin, mais je pense que Klein a fait un très bon bouquin là-dessus, assez remarquable sur les gens qui disaient à la télé, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un avis sur tout. Et parfois, ils n'ont pas d'avis, mais on leur demande de parler. Donc, ils parlent vite et ils parlent mal la plupart du temps. Donc, essayez vraiment de bien réfléchir avant de dire des sottises. Ça, c'est un conseil d'une manière générale à appliquer tous les jours. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. Oui, c'est sûr. On voit qu'aujourd'hui, quand tu allumes BFM TV ou CNews, on a des tas de chroniqueurs qui disent énormément de conneries et c'est embêtant. Moi, je trouve ça pénible parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui est le vrai du faux. On est un peu perdu et voilà, c'est un avis personnel. Hein, excusez-moi, je fais des petits messages comme ça. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? On a une remarque de Cindy qui propose éventuellement de se préparer devant un miroir pour faire ses discours. Bonne question. Alors, Cindy, je ne te connais pas, mais je vais te dire une chose, Cindy, ne fais jamais ça. Jamais. Cindy, ne fais jamais ça. Pour la simple et bonne raison, Cindy, que, en fait, l'idée de te voir casse absolument toute créativité. C'est-à-dire que tu vas te voir et tu vas bloquer un geste à un moment donné sur un mot. Tu vas avoir l'habitude de ce geste-là. Et le problème, c'est que quand tu vas, le jour de ta présentation, vouloir le faire, tout d'un coup, tu vas te retrouver dans un autre contexte, avec une autre intensité, une autre émotion. Tu vas essayer de plaquer ce geste-là qui ne sortira peut-être pas. Donc, il faut que tu comprennes que le travail et le moment où tu le fais, le jour J, ça ne sera pas du tout la même chose et qu'il peut se passer énormément de trucs que tu n'as pas prévus. Donc, ça casse un peu l'émotion de se regarder dans un miroir. Ça risque, et puis tu risques d'être mécanique aussi.
Donc l'idée, c'est vraiment de se faire confiance, de sentir, il y a un feeling avec un public. Des fois, on n'est pas toujours en forme, des fois, on l'est un peu plus. Moi, vous savez, je ne suis pas un spécialiste de cet exercice-là de la visio. Moi, j'ai toujours été sur scène, j'ai toujours eu du présentiel. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter à ça. Euh, Vous savez, quand on est au cinéma, moi, ça m'est arrivé de faire un peu de ciné. Eh ben, quand on est devant une caméra, on connaît notre texte, on sait comment jouer notre personnage. Et là, bah, on essaie d'être nous-mêmes tout en se disant, bah, j'ai une responsabilité, c'est de donner des conseils aux gens, d'enseigner un certain nombre de choses. Donc, c'est pas forcément évident de faire ça. Et je ne sais pas comment les choses vont se passer. Je ne sais pas quelles vont être vos questions. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Si dans 2 minutes, on ne va pas sonner, je suis chez moi, ça va peut-être sonner à ma porte. Donc, il y a des choses qui peuvent potentiellement me déconcentrer. Et voilà, je suis obligé de faire attention, d'être concentré. Mais du coup, ça, c'est un peu enfin, je veux dire un luxe, pas tellement, mais c'est parce que tu as beaucoup de pratique et que tu sais faire l'exercice. Mais peut-être quand tu débutes ou si tu as une présentation qui est très importante, il y a Yvan qui propose, enfin, qui suggère notamment, par exemple, de se filmer pour Alors, s'entraîner. Alors, t'as pas tous les aléas, mais c'est un peu le même principe que le miroir, c'est-à-dire que quand on se fait filmer, on est aussi, on s'aime pas. Les trois quarts des gens ont beau dire peut-être le contraire, mais on n'est pas fan de nous-mêmes. Moi, je suis pas un amoureux de moi-même, hein, très clairement. Ça ne veut pas dire que je me déteste, je m'accepte comme je suis, mais je vois mes défauts. Je vois que je commence à vieillir, j'ai des poils blancs, voilà, je suis imparfait, bah, c'est comme ça. Et on va être très, très critique. Alors, si vous vous filmez, si tu décides de te filmer, Yvan, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est que tu prennes un bon copain avec toi ou quelqu'un d'assez objectif, et puis qui puisse te donner un retour quand même sur ce film et d'analyser ça tout seul, ça me semble un peu périlleux quand même. C'est un peu le même principe que le miroir, je trouve. Voilà. ok. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Yvan? Bon, ok, il m'a Ouais. mis ok. D'accord. Oui, il vaut mieux s'entraîner à deux. Il vaut mieux prendre quelqu'un avec qui vous avez un petit peu de confiance et essayer de lui demander son retour après et de travailler en bonne intelligence avec des gens qui peuvent vous donner un avis, qui peuvent vous donner une analyse. Mais se filmer tout seul, c'est un peu délicat. Un peu comme le miroir d'ailleurs. Voilà. Mais beaucoup de gens le font, hein. Beaucoup de gens le font. Mais ça n'est pas ma méthode. Si vous prenez la fameuse méthode Stanislavski, dont vous avez peut-être entendu parler, ils sont vraiment, la méthode de l'acteur studio, par exemple, à New York, ils sont vraiment sur l'idée de sensation, sur l'idée de regarder comment les gens bougent et les choses font autour d'eux et d'essayer de petit à petit l'adapter à soi-même. Mais ils sont dans un feeling en permanence. Ils ne sont pas dans quelque chose de plaqué. Et le miroir et le film, ça permet ça. D'autres questions peut-être? Puisque Cindy et Yvan sont très actifs. Pas encore. J'ai pas l'impression. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, Après, pardon, oui, je t'en prie. bah, du coup, oui, ma question, ça aurait été, étant donné le contexte, et toi, tu as fait plusieurs interventions déjà en visio, est-ce que tu as des conseils spécifiques à ce format-là? Alors, la visio, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un focus sur le visage. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bien articuler, pouvoir avoir aussi de la rondeur au niveau de ses sourcils, d'être vraiment beaucoup plus actif au niveau du visage. Donc, l'articulation, les yeux, et oui, aussi répéter les informations importantes, et utiliser sa gestuelle aussi. La gestuelle va vous permettre d'avoir un peu plus d'amplitude au niveau du regard. Si vous êtes bloqué sans gestuelle, rien du tout, tout d'un coup, ça va devenir assez fade et assez monotone. Donc, l'idée, c'est de comprendre que puisqu'on me regarde ici, je vais essayer de donner un peu de joie ou un peu de questionnement comme ça, et les gens reconnaissent. Ensuite, la gestuelle, évidemment, il faut être beaucoup plus visible au niveau de... Il y a une espèce de petit cercle vertueux ici. Il faut pouvoir en donner, sourire, essayer de passer par plusieurs phases. Vous savez, on a besoin de voir chez l'autre un peu, de le voir sur plusieurs dimensions, sur plusieurs phases, un petit peu comme quand on regarde un film ou une série.
on a une succession de plans pour éviter de s'ennuyer. C'est un peu pareil. Là, on a un plan fixe, donc il faut donner de la générosité, il faut donner plein de relief à cette image un peu plate, un peu fade. Voilà, donc, n'hésitez pas à articuler. Et partant de ce principe-là, l'articulation, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens n'articulent pas, et comme ils n'articulent pas, en fait, ils n'ont absolument pas de relief sur le visage. Et c'est très embêtant parce que finalement, on a une voix un peu plate, un peu fade, un peu monotone. Et l'idée, c'est que quand même, vous puissiez comprendre des choses essentielles, voire même de les répéter. Donc, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, prendre quelqu'un et essayer de lui faire dire cette fameuse phrase que j'aime beaucoup, qui consiste à dire « je veux et j'exige d'exquises excuses ». On peut voir si les gens arrivent à dire cette phrase du premier coup. Et leur montrer comment on peut la dire très facilement, en très peu de temps. Alors justement, on a Yvan qui demandait des exercices pour travailler son élocution, articulation et respiration. Alors là, du coup, Yvan, je t'ai envoyé une invitation pour que tu puisses monter sur scène. Il y a des petits réglages, donc ça peut prendre quelques minutes. Je sais pas s'il est partant. Allez, Yvan, come on. Généralement, il faut régler le micro, la caméra, donc ça peut prendre Ok. une petite Alors minute. déjà, Yvan, il y a un truc très simple que tu peux faire, c'est utiliser des petits bouquins comme ça. Ce qu'on appelle des bouquins des vire-langues, où tu as des phrases vraiment très sympas. Tu as plein de petites phrases comme ça. Et pour travailler l'articulation, c'est vraiment super. Il y a plein de phrases un peu bizarres, du style six chats chauves assis sur 6 souches de sauge sèche. Plein de phrases comme ça. Attends, je vais t'en faire une autre. Anastase esquisse l'exquise extase. Plein de phrases un peu bizarres. Un criquet sur sa crique crie son cri cru et critique. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ces petits bouquins. Il y en a plein. Moi, j'ai choisi celui-ci, mais vous en avez d'autres. C'est des vire-langues, on appelle ça. Trop bien. On parlait du coup comment susciter l'intérêt de l'auditoire quand on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que je suis clair? Après, comment susciter l'attention? Si je suis comme ça, est-ce que je suscite votre attention, les amis? Bonjour, je m'appelle Sébastien Lay, je suis coach en prise de parole en public. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille au sein de la Spin Company et je donne des cours donc, de prise de parole en public, de théâtre et donc, je vous le dis, comment être attractif et comment susciter l'intérêt. Déjà, comme je vous l'ai dit, il faut avoir de la rondeur dans le visage, une bonne articulation, de la voix, de la gestuelle et une bonne posture. Donc, ce que vous a mis Flavie au départ, donc posture, geste et voix. Sans ces 3 éléments, vous ne pouvez pas prétendre faire une bonne intervention. Ça n'est pas possible. Sinon, vous aurez l'air plat, mou, chiant et pénible à écouter. Il ne faut pas oublier que les gens qui viennent vous voir, ils n'ont peut-être pas forcément envie de venir vous voir. C'est-à-dire que dans le cadre de l'entreprise, par exemple, le matin, quand ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont encore la trace de l'oreiller, donc il ne faut pas trop les embêter. Avant midi, ils ont faim, après-midi, ils digèrent, et le soir, ils veulent se tirer. Et toute la journée, ils pensent à leurs problèmes personnels, à leurs problèmes de vie, à leurs problèmes de cul, à leurs enfants, à leurs soucis. On a tous une masse de problèmes monstrueuses. Donc, si vous ne donnez pas un tout petit peu de spectacle, un tout petit peu de plaisir de vous écouter, ça passe pas. C'est-à-dire que quand je vous fais des petits moments comme ça, je sais très bien que ça va avoir un impact un peu sur vous. J'essaie de vous faire marrer, j'essaie d'être agréable, pas trop chiant. Je sais que je fais plein d'erreurs, je sais que j'hésite moi aussi, je ne suis pas forcément parfait dans ma manière de faire, mais vous pourrez me reprocher beaucoup de choses et vous ne pourrez pas me reprocher de manquer d'énergie. Donc c'est ça que les gens vont retenir finalement. Demandez-vous ce que les gens retiennent en définitive de votre intervention. Finalement, très peu de choses. Moi, je me suis rendu compte qu'un mauvais orateur qui n'utilise pas ses gestes, qui parle donc de manière assez linéaire comme ça, les gens retiennent entre 5 et 10% de ce qu'il raconte. Donc ça va vous obliger à redire ça, à gaspiller beaucoup d'énergie, à venir les attraper au moment où ils font les choses, à les réécouter, à les faire rentrer dans votre bureau
il va y avoir 1 milliard de choses qui ils vont devoir venir vous revoir parce qu'ils n'auront pas bien compris la situation. Donc, si vous voulez vous éviter d'avoir des gens qui vous reposent les mêmes questions, soyez clair dès le départ, c'est-à-dire utilisez votre voix, articulez bien, utilisez votre gestuelle, tenez-vous droit, montrez que vous prenez au sérieux. Ça n'est pas ça n'est pas être un but de sa personne que de faire ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne me prends pas plus au sérieux que ça. Je fais quelque chose qui m'éclate, cette idée de prendre la parole en public, moi je trouve ça formidable, essentiel pour plein de gens. Donc moi je suis content de faire ça simplement, mais je ne me prends pas plus au sérieux que ça. Mais je sais une chose, c'est que si je ne me prends pas au sérieux au moment où je vous donne mes conseils, vous ne les suivrez pas, vous ne m'écouterez pas et vous vous direz c'est quoi ce Gugus en face de moi. Donc c'est ça l'idée. Et aussi, Lali, peut-être pour rajouter, si tu sens que tu perds un peu de l'auditoire, je pense que c'est bien aussi, même pour toi, pour reprendre confiance dans ce que tu es en train de dire, de te refocaliser sur la personne bienveillante Oui, que tu vois, parce que... mais on fait ça, les comiques font ça tout le temps. Vous avez peut-être vu ou peut-être remarqué que des comiques, ils ont toujours une tête de Turc en avant-scène. Et souvent, ils reviennent sur cette tête de Turc entre deux sketchs. Le moment où c'est un moment de flottement où ils ont besoin de rassembler le public parce qu'on sait bien qu'un comique, s'il passe d'un sketch à l'autre, souvent les mecs qui font du stand-up, c'est comme ça. Ils ont une tête de Turc en avant-scène pour pouvoir continuer entre les sketchs au moment de flottement à faire marrer encore le public en vannant la personne qui est en face, en faisant tout un tas de simagrées avec lui. Et ils y reviennent dès que y a un petit flottement, pof, on revient sur la tête de Turc. Donc finalement, c'est un réflexe tout bête, mais c'est un réflexe qui peut vous sauver la vie. C'est-à-dire que, comme faire une petite blague avant de commencer, par exemple. Il y a un type j'aime beaucoup, un monsieur, pardon, que j'aime beaucoup, il s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un type qui parle de cette façon. Il est très calme, c'est une sommité que tout le monde connaît à peu près. Un type qui bosse sur la psychiatre, qui bosse sur les neurosciences et tout ça. Et ce type-là, il est assez vieux. Chaque fois qu'il est reçu, il est reçu dans des salles immenses, très belles salles. Et le premier truc qu'il fait quand il rentre dans ces salles-là, il regarde un peu autour de lui, il dit « Je ne pensais pas qu'on allait m'accueillir dans une salle aussi lamentable. » Les gens sont morts de rire et puis après, il commence à faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc, ça détend l'atmosphère, une petite blague. Ne racontez pas les histoires de cul de Bigard, hein, c'est pas ce que je vous dis non plus. Mais une petite phrase qui détend, ça peut être agréable aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions chers internautes? Je crois qu'on a perdu Yvan. Hein. Yvan, je pense qu'il est parti. Il est parti. Dès qu'on l'a sollicité, hop, il s'est tiré. Il voulait pas faire l'exercice qui avait l'air trop difficile. Il y a Cindy qui rajoutait que sourire quand on s'exprime, même si c'est pas toujours facile. Bien sûr. Ça peut être. Et oui, c'est tout ce qui peut être. Tout ce qui peut aller vers le positif, évidemment, à partir du moment où tu prends le lead, c'est Sophie, c'est ça? Cindy. Sophie, elle a juste déconnecté. Très bien. Okay. Un petit message. Donc Cindy, tout ce qui peut être positif pour ton public, oui, évidemment, sourire, geste d'ouverture, vous pouvez essayer de vous déplacer aussi, mais encore une fois, ça aussi c'est dangereux. Faites-le, mais ne le faites pas de n'importe comment. C'est-à-dire que dites-vous aussi une chose, c'est que votre public ne peut pas se concentrer à la fois sur votre mouvement et sur ce que vous dites. Donc, rappelez-vous qu'on est beaucoup plus visuel qu'auditif. Donc, l'idée, c'est de faire les choses les unes après les autres. D'abord, vous parlez. Ensuite, quand vous avez besoin de réfléchir, vous vous déplacez. Et ensuite, vous vous remettez à parler quand vous arrivez à votre point de chute. Donc, ne faites pas tout en même temps. On n'est pas dans un sketch de Gad Elmaleh. Vous avez des responsabilités, vous devez dire des choses très importantes. Donc, faites les choses les unes après les autres. Sinon, les gens ne vont pas tout entendre, ne vont pas tout comprendre. Et même si vous êtes un bon orateur, de toute façon, vous allez entendre au maximum de ce qui a été dit, allez, on va dire 30 à 40%. Donc, c'est très, très compliqué de devoir bien dire les choses et de devoir les dire de manière claire, nette et précise. Et ne croyez pas qu'on entend tout ce que vous dites. Les choses qu'on va retenir de vous, c'est votre nom, votre fonction et surtout l'énergie dans laquelle vous avez fait votre show. Donc finalement, ça a plus à voir avec
spectaculaire de votre prestation qu'avec le fond de ce que vous allez dire véritablement. Voilà. Et on a une question très intéressante de Laetitia par rapport à l'anxiété qu'on peut avoir quand on prend la parole. Comment atténuer la montée d'anxiété qui intervient dans les premières secondes de la prise de parole, en plus de se focaliser sur la personne bienveillante? Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire du yoga avant des tas de choses. C'est-à-dire que quand vous avez le temps, que vous êtes comédien, enfin moi en tout cas je vais vous parler de mon expérience, oui ça peut être intéressant de faire un peu de respiration, d'essayer de prendre des cours de sophro. Le problème c'est que quand vous êtes en réunion, quand on vous dit hey, dans 10 minutes c'est la réunion, ben, vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc le stress monte, vous savez que vous devez prendre le lead à un moment difficile de la journée. Donc il va falloir être performant, donc vous vous mettez la pression. Donc ce qui peut vraiment vous sauver la vie, je vous assure, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais vous le redire encore une fois, ce qui peut vraiment vous sauver la vie, c'est de repérer qui dans l'assemblée est votre ami et qui ne l'est pas. Et surtout, essayer de repérer qui vous regarde avec vraiment beaucoup de bienveillance. Parce que cette personne-là qui vous sourit, qui est en face de vous, ça va être un îlot de sécurité, un premier îlot de sécurité pour pouvoir commencer. Et si vous regardez bien, vous allez en voir d'autres. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui vous aime bien. Il y a forcément dans le public ou dans les gens qui vous écoutent quelqu'un qui ne vous aime pas trop, quelqu'un qui vous met un peu la pression, votre patron, tout ça. Essayez de repérer qui vous regarde avec un petit peu plus de bienveillance. Ça, c'est le premier conseil, je vous le répète. Ensuite, votre gestuelle. Vous avez 2 copains qui sont ici. 2 copains. Si vous ne les utilisez pas, vous êtes tout seul avec votre tête. Et ça devient très compliqué. Parce que vous avez peur. Là, j'aurais aimé vraiment que vous soyez là pour pouvoir vous faire des petits exercices bien précis et pour vous faire vraiment comprendre comment c'est. Mais ça, vous pourrez le retrouver soit dans une prochaine intervention chez Maestro en présentiel, soit chez moi à la Spin Company. Mais voilà, mes 2 conseils, c'est vraiment de prendre le temps. Contrairement à l'idée de dire des choses tout de suite, prenez le temps de repérer dans quelle humeur vous êtes, quelle est la situation. Utilisez vos mains. Vous avez 2 amis ici, c'est vos mains. Il faut les utiliser. Il faut que votre tête voie vos mains, sente vos mains. Donc si elles sont trop basses, vous ne les verrez pas. Si elles sont dans votre dos, vous ne les verrez pas. Si vous croisez les bras, vous donnez l'image de quelqu'un de fermé. Donc, il n'y a pas vraiment La méthode, pour moi, c'est d'utiliser sa générosité et de la donner au public, quel qu'il soit. Il y a toujours beaucoup plus d'intérêt à donner de la générosité qu'à fermer et à bloquer le système. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de donner de la gestuelle, les gestes sont toujours les mêmes pour tout le monde. Il y a des basiques de gestes, par exemple toi, moi, nous, ensemble, ici et maintenant, je vous préviens, je ne suis pas d'accord avec vous, attendez. Ces gestes-là, c'est des gestes que tout le monde a, que tout le monde utilise, vous les utilisez sûrement sans vous en rendre compte, mais il faut en avoir conscience. En fait, l'idée de prendre la parole en public, c'est avoir conscience de ce que l'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Donc pour ça, c'est vraiment, si on revient à l'idée de travailler en binôme avec quelqu'un, si vous avez une préparation à faire, plutôt que de vous filmer ou plutôt que d'être face à un miroir, utilisez votre meilleur ami, prenez votre meilleur ami en face de vous et essayez de lui faire cette présentation pour voir si c'est assez sympa, si vous êtes assez fun, assez interactif. Et n'oubliez pas de mettre de la joie dans ce que vous faites et tout ira bien. Est-ce que ça a répondu à ta question, Laetitia? Je vois que tu es en train de... Ça marche. Merci, Sébastien. Elle a dit. Merci, Laetitia. Merci beaucoup. Après, c'est vrai que oui, d'une manière générale, il faut pratiquer, s'entraîner, faire des petits exercices d'articulation. C'est comme le vélo, et surtout, rien ne peut se faire sans une bonne préparation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bien écrit votre intervention ou si vous ne savez pas ce que vous allez faire exactement, vous installez déjà du stress et de l'instabilité, vous ne pouvez pas faire une bonne présentation. Il faut se rassurer de tous les côtés. Si j'ai bien travaillé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal.
Et ça se forme aussi au fur et à mesure qu'on prend l'habitude, parce que par exemple, on peut se rendre compte à force de faire des présentations qu'en fait, ce qu'il nous faut pour être très à l'aise, c'est avoir écrit mot pour mot ce qu'on veut dire. Ou alors, ce qu'il nous faut pour être à l'aise, c'est connaître parfaitement les personnes qu'on aura en face et savoir ce que chacune fait. Ou alors, pour être à l'aise, c'est s'être entraîné 2-3 fois. Et en plus, comme ça, après, on peut trouver la méthode qui nous correspond et comme ça, on peut l'appliquer à chaque fois. Alors, mot pour mot, pour être tout à fait honnête, C'est un... si tu dois faire un discours, oui, par exemple, les hommes politiques, ils ont besoin d'écrire mot pour mot ce qu'ils disent. Et ils sortent du discours. Bien souvent, ils prennent, ils développent un peu plus et ils reviennent après parce qu'ils ont un peu l'habitude. Mais j'ai tendance à dire, essayez, quand vous préparez vos interventions, essayez de faire des petits bullet points comme ça et de mettre l'essentiel de votre présentation, c'est-à-dire l'introduction, ma présentation, quel est le sujet de l'intervention, combien de temps ça va durer aussi, parce que les gens en face de vous, dès le départ, ils ont besoin de savoir combien de temps ça va durer. Ça les déstresse un peu de savoir que ça va durer 40 minutes et pas 2 heures. Ils ont besoin de savoir aussi quel va être le menu de ce qu'on va manger. Donc, l'idée quand vous allez au restaurant, on vous donne la carte, vous ouvrez, vous avez entrée, plat, dessert. C'est très clair et très codifié. Une intervention, ça se prépare aussi de cette manière-là. De quoi va-t-on parler ? Donc, c'est ça qui est bien aussi quand on est cette espèce de monsieur ou madame loyal. On doit dire aux gens combien de temps ça va durer, qui on est, quelle est notre fonction, quel est l'ordre du jour, de quoi on va parler, et puis après développer ses arguments. Donc faites des bullet points et ne marquez pas tout. On n'a pas besoin de trop de rédaction, on n'est pas en train d'écrire un livre, on est en train d'être efficace et surtout faites-vous confiance. Et ça se travaille. Il faut le faire un peu, ça se prépare. Et c'est peut-être à ce moment-là, pour répondre à la question d'Yvan un peu plus tôt, de comment ne pas perdre ses mots. Par exemple, si en amont, vous savez que vous voulez faire ressortir, je sais pas, la bienveillance et l'autonomie dans votre discours, c'est au moment de faire les bullet points qu'il faut bien se l'écrire pour qu'on soit sûr que c'est ancré et qu'on les passe bien sûr. plusieurs fois. Et vraiment, quand vous préparez vos fiches aussi, si vous faites des fiches, ça nous est arrivé de travailler avec des journalistes qui préparent mal leurs interventions aussi. Faites des petites fiches. Vraiment, essayez de bosser sur des fiches Bristol, un peu solides, qui font beaucoup moins de bruit que des feuilles volantes. Et essayez, même si vous n'avez pas préparé, si jamais vous n'avez pas préparé votre intervention, pliez une feuille en deux et prenez 2 minutes en tout cas pour écrire ce que vous devez dire, l'essentiel de ce que vous devez dire. Ça va rassurer votre tête. Ensuite, repérez la personne importante, la personne bienveillante dans l'assemblée, utilisez vos mains, articulez bien, tenez-vous correctement et faites des gestes dynamique, à droite, à gauche, à droite, main droite. Ne croisez pas les mains, ne fermez pas vos mains comme ça. N'oubliez pas que les gens en face de vous ont besoin d'avoir des gestes clairs, précis et nets. Et je serais ravi de vous expliquer tout ça lors d'une prochaine intervention chez Maestro. Trop cool. Super, voilà. J'adore. En 20 secondes, on a eu un gros focus concentré de tout ce qu'on s'est dit. Donc, j'espère qu'en tout cas, c'était super clair. Si vous avez des questions, encore des petites questions, n'hésitez pas. Moi, j'en profite pour vous mettre les liens de nos prochains rendez-vous, du coup, dans le chat, avec le lien vers notre meet-up, pardon, et le lien vers les replays YouTube où vous pourrez retrouver cette vidéo avec tous les conseils de Sébastien. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. C'était trop bien. Hyper pragmatique et plein d'infos. Merci à Maestro, vous êtes des gens incroyables, je trouve. C'est gentil, c'est un bonheur de travailler avec toi et d'avoir tes interventions. Merci de votre gentillesse, merci à Héloïse et merci beaucoup Flavie aussi. Tu as plein de merci du public dans le chat aussi. Merci tout le monde. Merci. Génial. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Bon après-midi tout le monde. Salut. Bye bye.